France Maghreb 2. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Bonjour Medjed, comment tu vas? Bonjour, ça va très très bien. T'as vu, aujourd'hui j'ai pensé à toi, hein? Ah, franchement. Ah ouais, t'as vu? La dernière fois il m'a dit, oh là là, t'as pas pensé à moi. Non, chacun fait comme il peut. Hein. Non, je plaisantais évidemment. Bah oui, comme d'habitude. Non, y a pas de souci. Franchement, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir d'être là avec toi aussi, hein. Quelle énergie tous les deux là. Le soleil est là, justement sur France Maghreb 2. J'ai réussi à trouver ce qu'on devait faire pour tout à l'heure. Eh ouais, c'est super. Bon, tu vois que t'es intelligent quand même. Toi qui doutes toujours de toi. Mais non, ne doute jamais. Comme on dit, tu as la force avec toi. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au sommaire? Eh bien, au sommaire, nous recevrons le Cheikh Oumar Ba. Il est chargé des missions de médiation et des formations à la Ligue de l'enseignement. C'est un militant associatif, militant pour la promotion des langues, de la culture africaine, écrivain. Et vraiment, il est très très intéressant parce qu'il fait aussi partie de l'organisation pour la Mauritanie, Flamme Mauritanie exactement. Donc il viendra nous parler justement de cette organisation et de plein d'autres choses très très intéressantes, et justement il est vraiment intéressant à écouter. Nous aurons aussi le plaisir d'accueillir Aza Besbes, qui est sportive tunisienne, championne d'escrime. Oh là là, je t'imagine Medjed avec l'escrime là. Ah, elle me met une patate, elle me retourne. C'est pas une patate, non, pas du tout. si, je vous le dis. Et ensuite, pour finir, nous recevrons Madame Dalila Hassani, elle est proviseure d'un lycée, donc du lycée Jean Renoir, et qui viendra nous parler d'un projet des élèves de ce lycée pour accompagner l'équipe de France en Russie pour la Coupe du Monde de football. Tout un programme, justement, cette jeunesse qui est motivée, et ça fait chaud au cœur de voir des jeunes motivés avec un projet, et surtout on leur souhaite d'aller jusqu'au bout de ce projet. Inch'Allah. Et en tout cas, pour tous les auditeurs qui veulent participer à l'émission, poser des questions ou même faire une petite dédicace, pourquoi pas, hein? Oui. C'est leur émission, et pour ça, un numéro de téléphone, le 0892 23 99 50, 0892 23 99 50. Il n'y en a pas un autre numéro? Oui, justement, 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. Donc vous pouvez appeler ce numéro-là sans aucun problème pour intervenir à tout moment et réagir à l'émission. Il n'y a pas de souci. Et nous, on va revenir après la pub pour accueillir notre premier invité. À tout de suite. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Bien-être et Réussite, et tout de suite place à notre invité, Cheikh Oumar Ba, militant associatif, militant pour la promotion des langues et des cultures africaines. Il est aussi écrivain et il fait aussi partie de l'organisation Flamme Mauritanie. Cheikh Oumar Ba, bonjour. Bonjour Inda. Merci d'être là avec nous aujourd'hui dans l'émission Parler Bien-être et Réussite sur France Maghreb 2. Alors, Cheikh Oumar Ba, vous êtes militant associatif, écrivain, membre de l'organisation Flamme Mauritanie. Alors déjà, qu'est-ce que l'organisation Flamme Mauritanie? Inda, merci beaucoup. Et je vois un homme impressionnant devant moi, c'est Moujahid. Bonjour aussi. Bonjour monsieur, merci à vous, merci beaucoup. Oui, je vous remercie d'abord parce que rares sont ceux qui sont intéressés de notre combat. Les flammes, c'est les forces, c'est-à-dire au pluriel, les forces de libération africaines de Mauritanie. C'est une organisation, on peut dire, mouvement politique. Et qui lutte pour l'égalité en Mauritanie. C'est une organisation qui est créée en 1983, qui a connu beaucoup de martyrs, parce que les gens ont osé dire des choses. On aura l'occasion d'en parler. Bien sûr. Alors, donc vous êtes militant. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à être militant justement dans plusieurs organisations? Vous êtes militant pour la culture africaine, vous êtes écrivain, militant associatif. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé? Vous êtes aussi enseignant. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à être dans ce domaine? Je ne sais pas, mais je sais quand même que je suis quelqu'un qui aime la liberté. D'accord. J'aime ma liberté, j'aime aussi que tout le monde soit libre. Ça, c'est la première chose. Autre chose, je crois que c'est parce que aussi j'ai eu une éducation, une très bonne éducation africaine et musulmane, les deux à la fois. Donc, je dis dès le départ que je suis le fils d'un marabout coranique. Mon père était un enseignant coranique qui m'a enseigné le Coran, qui m'avait préparé pour reprendre son école coranique. Et Dieu a fait que j'ai dévié, comme j'ai l'habitude de le dire, je suis devenu un marabout
rater. Donc je fais autre chose. Donc c'est aussi parce que dans mon pays, la Mauritanie, il y a l'injustice, l'inégalité qui ne dit pas son nom, et je veux aussi le dénoncer. Voilà. Donc il y a ça. Sinon, c'est aussi, je suis né au moment où les pays africains arrivaient à leur avaient leur indépendance, et que les gens parlaient à aussi écrire leur langue et leur culture. Donc c'est ce qui m'a donné la chance de parler l'arabe, de parler et écrire la langue peul et le français et le wolof. C'est super ça, d'avoir justement cette chance de pouvoir parler plusieurs langues afin de pouvoir transmettre. Parce que le but, c'est surtout de transmettre, parce que lorsqu'on a un savoir, il faut le transmettre. Et c'est ce que je fais. C'est ce que je fais par mes poèmes. Je suis d'abord poète, et par aussi mon militantisme sur le terrain, et par aussi la médiation que je fais sur le terrain, et aussi par ces militantismes contre l'injustice, la ségrégation raciale et l'esclavage dans mon propre pays. Justement, on va revenir sur ça parce que c'est très important. Alors, cette organisation, elle est née quand? Elle est née en 1983. Pour être court, c'est un fusionnement entre 4 organisations. D'accord. IDM, ODINAM, MEN et MPAM. Ces 4 organisations qui luttaient chacune de son côté contre l'injustice en Mauritanie, l'injustice installée depuis l'indépendance de ces pays. Ils se sont fusionnés pour créer les Flammes. Et quand ils ont créé les Flammes, 3 ans après, ils ont rédigé un document qui s'appelle le Manifeste négro-mauritanien. Ces documents a dénoncé ce qui se passe en Mauritanie, la ségrégation raciale, l'esclavage et toutes les sortes d'inégalités en Mauritanie. Mais la réponse de l'État mauritanien, c'était l'emprisonnement et les tortures. Donc, ce qui fait que 4 de nos camarades sont morts en prison. Ça, c'était en 83. Et aussi, ce qui est désagréable, c'est que le document qu'on a écrit, qui s'appelle le Manifeste du négro-mauritanien, a été falsifié, rédigé en arabe et falsifié et distribué dans les ambassades arabes pour dire voilà, ces gens-là sont contre les Arabes. Alors que ce n'est pas ça. Nous avons dit simplement que l'arabe a été utilisé contre nous, les arabophones, nous les musulmans, pour nous opprimer. Et ça, il fallait pas le dire. Ouais, je comprends. Voilà. C'est le fait de vous exprimer qui a fait que malheureusement, mais il y a eu comme à l'époque, les journaux n'existaient pas, l'internet n'existait pas, le gouvernement mauritanien, ce qu'on appelle le système Beidan, c'est-à-dire ces gens-là ont réussi à manipuler le monde entier. D'accord. Voilà. En falsifiant justement ce qu'on a dit, alors que nous, on a simplement dénoncé l'oppression culturelle, l'oppression économique, l'oppression raciale, l'esclavage, et aussi on a dénoncé du fait qu'on récupère nos terres, on les distribue aux autres. Alors qu'on reviendra peut-être sur les étapes et comment ça s'est passé, puisque là c'était juste pour parler des Flammes. Alors donc cette organisation a des objectifs? Notre objectif, c'est avoir une maison habitable pour tout le monde. D'accord. Nous sommes musulmans, mais nous ne sommes pas arabes. D'accord. Nous voulons que... de toute façon, il y a des musulmans qui ne sont pas arabes, bien sûr. Il y en a pas. D'ailleurs, ils sont 75% de la population musulmane. Bien sûr. Mais nos compatriotes arabes morts, les Arabes blancs mauritaniens, ne voient pas ça comme ça. Bon, de toutes les façons, il faut souligner aussi que les meilleurs arabisants, Peul, Soninké, Wolof, Bambara, n'ont rien eu du fait qu'ils ont appris l'arabe. Ils parlent l'arabe plus qu'Anwar Sadat. Mais ça ne leur a rien servi, donc c'est la ségrégation. Nous, notre objectif, c'est que la Mauritanie soit un pays pour tout le monde. Puisque la Mauritanie est un pays riche, nous ne sommes pas plus que 3 millions. Alors que c'est un pays qui fait 1 300 mètres kilomètres carrés. C'est un pays où il y a les Peul, les Wolof, les Soninké, les Bambara et les Arabes. Donc nous pouvons vivre ensemble. C'est un pays minier, un pays qui a des terres cultivables, il y a des richesses. Il y a un pays le plus poissonneux au monde. On vient de découvrir
pourquoi vouloir simplement monopoliser toutes ces richesses pour 15% de la population et que les autres... Non, c'est ce qu'on dit. Nous voulons que tout Mauritanien, blanc, noir, jeune, rouge, n'importe, voilà. Tous puissent vivre ensemble. Et c'est ce qu'on souhaite de toute façon. Et j'espère que s'il y a des gens comme vous, ça viendra un jour, parce que nous sommes sûrs que le monde arabe n'est pas informé de notre situation. Parce que, il faut le dire, en 86, on a connu l'emprisonnement. En 89, on a déporté 200 000 individus vers le Sénégal et vers l'Algérie. En 90, on a pendu des militaires noirs pour célébrer l'indépendance de la Mauritanie. 28 militaires pour le 28 mai. Alors, pourquoi? J'aimerais savoir. Pourquoi? Quel est le tort de ces gens? Leur tort, c'est d'être noir. Ah, c'est ça? Il n'y a pas autre chose. Parce que c'est des militaires. Qu'on reproche. Je ne vois pas autre chose, puisque c'est des musulmans. Ouais. C'était des cadres de l'armée, c'était des officiers et qui ont connu toutes les guerres, qui ont fait toute la guerre Sahara, qui ont fait les scolaires, qui respectaient je ne vois pas autre chose. Donc en fait, ils ont été pendus, torturés parce qu'ils sont noirs, c'est ça? Je vois pas autre chose. C'est aberrant parce que qui les a créés? C'est le bon Dieu. Alors, il s'est trompé? Mais non. Ceux qui sont là, je crois qu'il faut le poser. C'est bizarre. Oui. Ce n'est pas fini, c'est pas fini, Enda. Ça me choque là. Oui, c'est normal parce que tout être humain doit être choqué de ça. Bah oui. Et aussi actuellement, donc à l'époque aussi, on a radié 1500 soldats noirs de l'armée. D'accord. Et aussi, on a assassiné à côté de 515 militaires. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Tout ça, on n'a pas pu diminuer le nombre de noirs comme on le veut. C'est la réalité. On crée ce qu'on appelle, nous, le génocide biométrique. Parce que depuis 2011, on fait un recensement en Mauritanie. Mais c'est un parcours de combattants pour un sudiste. Bon, pour ne pas utiliser le mot noir pour Sonic on sudiste d'obtenir son recensement alors que les autres n'ont pas ces problèmes-là. Cheikh Oumar Ba, on va laisser digérer un petit peu les gens parce que là c'est une information qui est quand même assez choquante. Je comprends. Hein, assez choquante parce que de se dire qu'on assassine, qu'on torture des gens parce qu'ils, j'aime pas dire le mot noir parce que j'aime beaucoup la couleur noire. Malheureusement, j'aurais voulu moi aussi avoir un autre mot. Mais là, franchement, là j'essaye de comprendre parce que surtout entre musulmans. Oui, et aussi des bons musulmans. Mais c'est ça. Puisque nous sommes les premiers, donc les Peuls et les Soninké et les autres d'ailleurs, nous sommes les premiers à acquérir l'islam dans cette région. Oui. Et les meilleurs arabisants parmi nous ont été assassinés. Donc je vois pas pourquoi, comme Djigo Tafsir, comme Abakr Khalid, parmi les meilleurs arabisants qui ne sont pas arabes mais qui sont Peuls. Donc, vous voyez, c'est pour cela que moi je ne peux dire que ça, peut-être qu'eux ils peuvent nous dire pourquoi. Ce serait, voilà. Parce que là il faudrait. Et aussi nous sommes prêts. Moi je suis prêt à venir pour faire un débat avec eux. Bah oui, j'imagine. Il n'y a pas de problème, ils sont là. On va les trouver où? À l'ambassade peut-être. Ah ouh là. Je sais pas. En tout cas, nous sommes prêts à. Mais vous avez parlé avec eux, vous avez demandé un rendez-vous justement pour essayer de comprendre? Ou c'est pas possible? Vous savez, une organisation torturée parce que la plupart, c'est maintenant que notre organisation commence à remettre le pied au pays. Ouais. Mais nous sommes en exil. Pourquoi? Ouais. C'est parce qu'on a été assassinés, déportés et voilà. Mais nous, on a toujours, d'ailleurs, quand on a écrit le manifeste des négro-mauritaniens, à la fin, on a dit qu'on appelle au dialogue. On veut que bien sûr, on veut parler, on veut discuter, on veut que la Mauritanie soit vivable. D'ailleurs, aujourd'hui, moi je dis qu'il crée des problèmes pour les générations futures. Parce que aujourd'hui, ils ont tellement joué que tout le pouvoir revient sur les mains d'un petit clan. Ouais. Cheikh Oumar Ba, on va revenir après une petite pause musicale pour nous adoucir un petit peu. Hein? Au plaisir. Merci Moujahid. France Maghreb 2 sur 99.8 FM, sur 99.8 FM au Havre et toute sa région. France Maghreb 2, France Maghreb 2.
Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre invité, le Cheikh Oumar Ba, qui est militant associatif, militant pour la promotion des langues et des cultures africaines. Il est écrivain et il fait aussi partie de l'organisation Flamme Mauritanie. D'ailleurs, il nous parle de cette organisation qui regroupe ces 4 organisations, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, donc on a parlé donc de l'objectif de cette organisation. Alors, vous avez parlé donc un peu de ce côté de situation de ségrégation raciale. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Vous savez, c'est très difficile. Je me souviens qu'Ahmed Toumani Touré, l'ancien président du Mali, était invité aux années 94 à la Riré-Camier par la Ligue de l'enseignement. Ma femme lui a posé la question, est-ce qu'il sait ce qui se passe en Mauritanie? Il n'a pas répondu à la question, à la première question. La deuxième fois, il n'a pas répondu. Ma femme tenait à qu'il entende. Il lui a dit, mon général, vous connaissez pas ce qui se passe en Mauritanie? Ahmed Toumani Touré s'assoit comme ça, en disant, vous savez, c'est difficile de parler de la ségrégation raciale quand dans une salle il y a des noirs et des blancs. Donc il était au courant? Ouais, bien sûr. Il dit que moi quand il y a eu les déportations en 89, je suis allé voir Marie Outsida Metaya en lui disant que je me propose pour faire la médiation entre lui et sa population. Il m'a remercié, il m'a dit qu'il n'en veut pas. Donc nous aussi, c'est difficile d'en parler. Ben oui. Mais il en faut en parler. La situation de la Mauritanie aujourd'hui, c'est que aux morts blancs ne fréquentent pas aux noirs. Aux noirs ne fréquentent pas aux morts blancs, sauf le clic de ceux qui ont dans le système. Tout le monde se méfie de tout le monde. Mais qu'est-ce qui a créé ce climat là conflictuel? Ce qui a créé ce climat, c'est que depuis l'indépendance de la Mauritanie, ces morts, les Arabes blancs de la Mauritanie, il faut dire qu'il y a 2 communautés arabes en Mauritanie. Les Haratines, qui sont les anciens esclaves, et les morts blancs. Et les morts blancs qui sont 15% de la population, qui détiennent le pouvoir depuis l'indépendance, qui ne veulent pas partager, qui détiennent tout, qui imposent tout. Et donc, ce qui fait que au moment de l'indépendance, la langue qui était la langue de l'État, c'était la langue française. Là, ils ont imposé l'arabe par la force, et aussi ça ne se fait pas dans les normes. On fait pas, on n'enseigne pas, et on a arrêté ce qu'il y avait. On peut dire ça, c'est pas tout à fait arrêté, mais on a voulu changer tout. C'est-à-dire le système qui était d'enseignement en français, et ils ont voulu que ça, parce que le premier cadre le cadre de la Mauritanie, c'était des sudistes. D'accord. Donc l'indépendance, c'est eux qui sont d'accord. Donc Mokhtar Ould Daddah, le fondateur, ce qu'on appelle le fondateur de ce système, lui, il avait cette idée d'exclure les Noirs de la Mauritanie. C'est depuis lors, ça continue. Tous les gens qui sont passés jusqu'à celui qui est aujourd'hui au pouvoir, Mohamed Ould Abdel Aziz, ils ont toujours fonctionné avec ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les cadres, tous les anciens cadres francophones sudistes, quand ils sont à la retraite, ils ne sont pas remplacés par des cadres compétents. Non, il faut qu'il y ait un arabo-berbère qui est là, un arabe s'il voulait. Et donc, on blanchit le système. Mais pourquoi, je ne sais pas, c'est à vous qu'il faut poser la question. Ma question, d'où vient ce racisme face à la couleur noire? Ce qui est sûr, c'est que les animateurs de ce système, ce sont des bassistes et des nasseristes. Je ne sais pas. Mais c'est d'où ça leur vient, je ne sais pas. Je sais pas. A l'impression de vivre un autre apartheid. C'est un apartheid. Mais la différence entre l'apartheid en Afrique du Sud, c'était mentionné sur les papiers, c'était dit. Alors qu'en Mauritanie, ce n'est pas dit. Et pourquoi? C'est à eux qu'il faut, parce que c'est pas tenable. On préfère l'appliquer que de l'écrire. D'ailleurs, quand on parle, là, peut-être que vous aurez des appels là, et les gens vont nous dire, non, ce qu'ils disent, c'est pas vrai, mais qu'ils disent le contraire. Aujourd'hui, si je vous dis que tous les terres du Sud sont, on a créé, on a voulu, et on dit qu'on a nationalisé les terres,
les sudistes qui n'avaient que leur terre pour cultiver. On a fait des barrages pour fermer l'eau pour que ça puisse rentrer comme chez moi à Bogué par exemple. Et là, on a dit que les terres vont être redistribuées et que les gens ne peuvent pas cultiver. Ils ont imposé que les terres soient redistribuées par les gens du Nord. Bon, qu'ils le fassent dans les normes. Voilà, donc c'est des choses. Et aussi, le système scolaire est pourri. Ils vont tellement jouer que c'est pourri. D'ailleurs, l'autre jour, on a entendu le chef d'état-major national lui-même dire que maintenant, quand il envoie des étudiants à l'extérieur, ils ne peuvent pas suivre parce que le système scolaire est pourri. Tout est pourri maintenant. Et aussi, dans le sud, il y avait les plus bonnes écoles de lycées et de collèges. Tout aujourd'hui, si je prends l'exemple de Bogué et de Kaedi, on a abandonné tout, on n'affecte pas des enseignants dans les écoles pour enseigner, et les gens riches, qui animent, qui imposent l'arabe. Leurs enfants ne sont pas dans ces écoles d'arabe, ils sont dans des écoles américaines et des écoles françaises. Ah oui, d'accord. Voilà. Des écoles privées. Des écoles privées. Mais le pauvre qui n'ont pas de moyens, ils restent dans ces écoles-là. Oui. Alors qu'il n'y a pas d'enseignants. Il n'y a pas d'enseignants. Il n'y a pas d'enseignants ou il y a des enseignants non qualifiés. Parce qu'un enseignant, c'est une formation. Bien sûr. Tout le monde ne peut pas être enseignant. Bien sûr. Voilà. C'est sûr. Oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Quel est le message justement? Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui à la radio? Quel est le message que vous voulez faire entendre? Sachant que vous êtes un homme qui a appris la science, surtout la science islamique. Voilà, on se pose la question de savoir pourquoi nous vivons ça aujourd'hui, alors qu'en fait la science islamique nous apprend la tolérance, l'amour, le respect de chacun et le non-jugement. C'est ça qu'on se pose comme question. Oui. Alors, est-ce que c'est humain plutôt? Parce que tout ce qu'on vit aujourd'hui, on se dit, c'est la religion qui fait que... Non. Alors qu'en réalité, la religion n'a rien à voir avec ça. C'est des bêtises humaines. Parce que le bon Dieu a dit, Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Je vous ai créé des peuples et d'autres. Ouais. Celui qui est le meilleur, c'est celui qui me suit, qui suit mes enseignements. C'est ça. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, An-nasu sawasiyatun ka asnan al-musl la fadl li arabiyyin wa la li ajmin illa bi taqwallah. Les gens sont égaux comme des dents des peignes. Et donc l'arabe n'est pas le meilleur, le moulard n'est pas le meilleur, c'est celui qui suit l'enseignement de Dieu. Donc ça, ce n'est pas l'islam, ça c'est les bêtises humaines. Et ça, je crois qu'il faut dire simplement qu'à un certain moment, le panarabisme a fait une erreur. Ça, il faut le dire. Plus le wahhabisme et autres, je ne suis pas là pour le dire. Mais je crois qu'il est temps, parce qu'on a détruit nos pays. On a détruit nos propres pays, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui tue aux musulmans aujourd'hui qu'aux musulmans. On s'entretue. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Bien sûr. Et aussi, donc, si je reviens dans le cas de la Mauritanie, pour dire les bêtises que je vois, aujourd'hui, tous les morts blancs sont armés. Les autres ne le sont pas. J'avertis le monde entier. C'est un génocide qui va vers. Donc la déportation ne nous a pas exclus du pays. Et c'est vrai qu'on est à l'étranger, mais on garde le contact. Et que je sais qu'ils sont armés et que l'État le sait. Et donc c'est un problème. Et donc pourquoi ça? Je ne sais pas. Je sais simplement que c'est une bêtise humaine. Mais j'aurais voulu avoir l'Inde en face de moi pour qu'on fasse un débat. Nous, on veut un pays vivable. Nous, on reconnaît qu'ils sont Mauritaniens comme nous. Nous sommes Mauritaniens comme nous. On a nos langues, on a nos cultures, on a le droit de vivre notre histoire, notre passé et notre présent. C'est ce qu'ils ont droit aussi d'avoir. Mais pourquoi ne pas l'accepter? Voilà, c'est ça le problème. Mais en tout cas, Cheikh Oumar Ba, on vous souhaite vraiment un pays de paix et que votre message soit entendu partout
Je l'espère. Parce que c'est le but, et aussi que toute l'humanité, c'est-à-dire que tous les humains se posent la question de savoir pourquoi en réalité l'être humain est raciste pour une couleur ou quoi que ce soit, alors qu'en réalité nous sommes tous frères et sœurs. Et oui. Et les enseignements surtout. Mais c'est plus que ça, parce que nous, avant que ces idées qui nous ont arrivé après l'indépendance, à partir de 1966, le Maure et les Noirs vivaient ensemble. Bien sûr. On vivait ensemble, on avait de l'école coranique mutuelle, il étudiait chez nous, on étudiait chez nous, on avait les mêmes mosquées, les mêmes marabouts, les mêmes orientations. Voilà, donc il n'y a pas eu une différence avant l'indépendance. C'est vrai que la grand-mère la France, a ses préférés. C'est ce clic-là. Donc, mais ça n'empêche pas que la France ne court que derrière ses intérêts. Donc, l'intérêt des Mauritaniens, c'est de vivre ensemble et voir l'avenir de notre pays. Donc, Inch'Allah, en tout cas, un dernier mot si vous voulez, parce que c'est vrai que ça passe vite là. Un dernier mot, c'est que je vous remercie. Je remercie France Maghreb. On a rarement eu des invitations en direction de nos frères du monde arabe et surtout du Maghreb. Et nous sommes musulmans, nous sommes africains, et que je sais si le monde musulman aujourd'hui c'est comme ça, c'est parce que les démocrates musulmans ou arabes ne sont pas encore forts, mais il est temps j'attire l'attention des gens et leur dire qu'on peut pas du tout vivre en paix si on ne se respecte pas. Et j'appelle aussi les Mauritaniens noirs, blancs, à qu'on puisse s'asseoir et qu'on puisse discuter et qu'on ne détruise pas ces pays-là plus qu'on l'a détruit. Parce qu'aujourd'hui, l'image de la Mauritanie est gâtée partout dans le monde à cause de ces systèmes Baidan. Et c'est ce qui est important, c'est Cheikh Oumar Ba, pourquoi justement on vous a invité aujourd'hui, c'est pour vous montrer que justement il y en a qui ont du cœur. Et que pour moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont maliennes, sénégalaises, de toute confession. Et à l'occasion, je remercie notre camarade Ibrahim Alidia qui nous a mis en contact, qui tenait à savoir si je suis en route ou non. Et d'ailleurs, lui aussi, il a connu aussi beaucoup dans sa famille aussi pareil, des tortures et des morts. Oui, bien sûr. Lui-même, il est déporté. Ben ouais, je sais. Il est déporté. Il était enseignant parmi les meilleurs formés. Et il enseignait dans le pays mort. Ouais, je sais. En tout cas, on souhaite que la Mauritanie nous écoute et que vous travaillez tous ensemble, main dans la main, parce qu'en réalité, on l'espère. Vous êtes un pays musulman et il est important que des frères. Le musulman est vrai, mais parce que j'enseigne l'arabe, j'enseigne le Coran, c'est lui qui le veut pour passer voir mes écoles coraniques. Donc, et je suis médiateur école et famille depuis 24 ans. Ouais, et je travaille dans le quartier. Donc, je ne peux qu'être. Et j'enseigne cette discipline à Paris 2, dans une université de droite. Donc, je ne peux qu'être humain, je ne peux qu'être démocrate. Donc, je souhaite que mon pays, la Mauritanie, soit un pays viable où on peut accueillir d'autres personnes et ne pas exclure notre propre population. On le souhaite en tout cas. Voilà, sinon je dis aux gens qui veulent voir le site des Flammes, c'est flamme, FLAM, Mauritanie.org. Vous visitez le site des Flammes pour voir qui nous sommes. Et je salue à l'occasion le président des Flammes, Mamadou Sidi, qui est aux États-Unis. On salue aussi le courage des femmes mauritaniennes. On les oublie pas, les femmes mauritaniennes. Elles sont présentes aussi sur le terrain. Et je vous remercie beaucoup de le souligner. Moi-même, je devais le souligner. D'ailleurs, je consacrais un poème aux femmes que je n'ai pas dans ma tête ici. C'est ces femmes-là qui nous ont inspirés. Ils sont avec nous debout ici dans les manifs et partout dans le monde. Et voilà, et ça paye, et malgré que elles sont opprimées, elles sont fatiguées, mais ça paye, et je les remercie et je les félicite. Voilà, alors voilà, exactement, et c'était il y a pas longtemps la journée de la femme, donc voilà, la fois prochaine on parlera de la poésie. Voilà, exactement. Merci Inda et merci Moujahid. Merci beaucoup. Et merci les éditeurs, ma'assalam. Allah barak fina jami'an. France Maghreb 2, France Maghreb 2, France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 93.8 FM, à Marseille et toute sa région.
Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite après le Cheikh Oumar Ba. T'es toujours avec nous, Medjed? Oui, toujours. Alors là, on va accueillir une sportive. Eh oui, une sportive tunisienne et une championne d'escrime, Aza Besbes. Bonjour. Bonjour et bien, vous allez bien déjà. Bonjour et ravi d'être parmi vous. Ben, merci en tout cas Aza Besbes. Donc vous êtes donc une sportive, vous pourriez nous parler justement de ce parcours de sportive et de votre titre de championne d'escrime. Moi je suis championne d'Afrique, quart de finaliste aux Jeux Olympiques de Rio 2016 et je suis actuellement vice-championne du monde en titre au sabre féminin, une médaille d'argent que j'ai gagnée au dernier championnat du monde à Leipzig en Allemagne en juillet 2017. Et qu'est-ce qui vous a poussé justement à faire de l'escrime? Parce que c'est vrai que pour une femme, bon, il y en a de plus en plus qui le font, mais qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers ce domaine, surtout cette spécialité, on va dire? Effectivement, l'escrime n'est pas très populaire en Tunisie justement. Et c'est pas un sport qu'on voit à la télé ou qu'on voit les gens pratiquer tous les jours. Mais je dois ça à ma mère qui était escrimeuse, qui nous emmenait avec elle. Enfin, les enfants nous emmenait avec elle quand elle allait à la salle d'armes s'entraîner. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a aimé ce sport. C'est un sport auquel on s'attache très très vite, qu'on aime très très vite. Donc moi, ma sœur, mes autres sœurs aussi, dès les premiers jours, on a accroché. Et puis c'est un sport auquel, on se retrouve. On se croit un Zorro ou un D'Artagnan ou les mousquetaires. C'est-à-dire, je veux dire, c'est un sport qui nous amène à des personnages historiques. Ouais, donc voilà. C'est vrai. Et donc, vos sœurs aussi font pareil. Elles sont aussi dans les compétitions ou c'est plus par passion? Alors, on est 4 sœurs et un frère. On a tous à un moment donné fait de l'escrime. Après à des niveaux différents, mais c'est vrai qu'actuellement aussi, j'ai ma sœur Sarah qui est aussi qui fait de l'épée, pas du sabre comme moi. Elle fait de l'épée et elle est numéro 1 mondial l'année dernière. C'était donc une première historique pour une Tunisienne et africaine d'arriver première au classement international. Et puis elle est aussi médaillée au championnat du monde en 2015. Donc on peut dire que c'est une histoire de famille. Je vois ça. Alors donc ça fait combien de temps que vous êtes en France là? Donc moi ça fait 11 ans, ma sœur ça fait 10 ans. Donc moi je suis arrivée en 2007 à Paris, j'avais 17 ans à l'époque et c'était justement ma maman, elle tenait bon à ce que ma sœur et moi continuions à faire de l'escrime à haut niveau. Et donc en Tunisie, malheureusement, c'est un sport quand même très dur et puis très coûteux. On n'avait pas les infrastructures nécessaires forcément. Et donc elle a tenu bon à nous envoyer en France pour continuer notre rêve et elle a cru en nous et puis on a été à la hauteur. Donc on doit ça à ma mère, à mon père et voilà. Et donc quand vous participez donc à des concours ou des championnats comme ça, vous participez en tant que Tunisienne ou là en tant que Tunisienne? Oui, donc c'est-à-dire on est parti en France pour faire de l'escrime, pour nous entraîner, pour améliorer, pour s'améliorer, pour gagner des tournois internationaux, etc. Pour nous approcher du Gotha mondial et finalement on y est même dans le Gotha mondial. Donc c'était le but de venir en France. Après on a continué. Moi j'ai toujours été tunisienne et je suis fière de l'être. Donc c'est vrai que le lieu de résidence et le lieu d'entraînement c'est à Paris et pour ma sœur c'est pareil. Mais en concours pour la Tunisie, c'était une fierté pour nous de porter le drapeau tunisien dans les échéances internationales. Mais comment vous faites? Alors vous êtes en France depuis quelque temps. Comment vous faites justement pour financer tout ça, tous vos frais, le loyer, les frais alimentaires, enfin tout ce que vous devez supporter? Comment vous faites? Très bonne question parce que en fait, on dépend beaucoup du ministère de la jeunesse et sport en Tunisie. Donc, on a une bourse
Comme par exemple pour les étudiants qui sont tributaires d'une bourse d'État pour l'éducation, nous on a une bourse d'État pour le sport. Donc elle nous permet de payer le staff, le club, les frais de tous les jours, le loyer, etc. Et puis aussi ça nous permet de partir en compétition, faire les coupes du monde, les stages de préparation. Donc on est tributaire du ministère des Sports. Sauf que bon, malheureusement, avec ce qui se passe en Tunisie, avec la bureaucratie, ça prend du temps pour envoyer l'argent, etc. Donc c'est pas évident. On est obligé on va dire d'emprunter à droite et à gauche pour pouvoir faire la saison. Et ça fait combien de temps là que vous êtes sans revenu? Par exemple pour cette saison qui a commencé depuis le 1er septembre 2017, parce que la saison sportive commence le 1er septembre 2017 jusqu'au 31 août 2018. D'accord. Et du coup cette année malheureusement on n'a toujours rien reçu. Donc voilà, on fait notre préparation à nos propres frais, sauf que c'est un peu coûteux sincèrement, et du coup on est obligé d'emprunter, que ce soit à la banque ou à travers des gens, des amis, etc. pour pouvoir faire notre saison justement. Et donc là, quelle serait votre demande justement au ministère de la Jeunesse et des Sports tunisienne? Qui s'occupent un peu plus de leurs champions, je dirais, parce que nous, notre devoir, c'est de nous entraîner, de ramener des médailles. Je veux dire, c'est un devoir, c'est une fierté pour nous de le faire, mais en contrepartie, on aimerait bien que le ministère nous consacre un peu plus de temps pour régler ces problèmes financiers, de logistique, etc. Et puis qu'il nous aide aussi à trouver des sponsors, par exemple, ou des mécénats. Enfin, c'est-à-dire même si l'État tunisien, je comprends qu'il soit dans une situation pas excellente à l'heure actuelle, mais il y a d'autres alternatives et c'est ça qu'on aimerait bien qu'ils nous aident à trouver des sponsors ou des gens qui sont intéressés d'encourager des sportifs tunisiens de haut niveau qui veulent justement hisser le drapeau tunisien haut dans la hiérarchie mondiale. Bon, voilà. Déjà, on peut lancer un appel pour savoir s'il y a des hommes d'affaires, qui soient tunisiens ou non, puisque nous sommes internationales, qui voudraient vous sponsoriser, puisque vous êtes, quand même championne d'escrime, vous, et justement, je pense qu'il y a d'autres sportives avec vous. Donc si justement qu'ils appellent la radio, n'hésitez pas. Medjahed, tu peux donner le numéro de téléphone s'il te plaît. C'est le 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. Il y a aucun problème, vous nous appelez et vous serez en direct avec nous sur l'antenne ou en antenne pour donner vos coordonnées qu'on transmettra à notre championne tunisienne. Exactement, et il faut encourager justement les femmes comme les hommes, mais c'est vrai qu'il faut encourager justement ces sportifs qui quittent leur milieu, leur pays, pour le drapeau justement de leur pays avec fierté, pour le montrer justement dans des championnats ou dans des Jeux olympiques aussi. Et c'est une fierté et il faut les encourager. Il faut encourager justement cette initiative qui fait que ça permet de mettre en avant des pays et de rendre fiers surtout parce que vous le faites avec beaucoup de fierté pour votre pays et oui. Ça il est important justement d'être suivi et de pas vous laisser comme ça sans revenu parce que c'est difficile déjà que vous vivez loin de vos familles et encore vous êtes même en France il y a des difficultés financières et tout donc il est important que vous ayez des sponsors et afin que vous puissiez continuer à nous faire rêver parce que vous faites rêver vous les sportifs. C'est vrai que quand on vous voit à la télé ou quand on vous voit remporter des médailles, c'est la fierté de toutes les femmes, vraiment, de toutes les femmes. Et on se dit, voilà, si on veut, on peut. Et généralement, c'est un sport d'hommes. Et on se dit, voilà, les femmes aussi peuvent y arriver. C'est très beau, en tout cas. Elles y arrivent très bien, que ce soit en escrime ou dans d'autres sports. On voit bien la femme. En tout cas, moi, je parle peut-être un peu trop pour la Tunisie, mais je vois la femme tunisienne qui hisse le drapeau, que ce soit aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du Monde. Donc, c'est vrai qu'on prend. C'est-à-dire qu'on essaye de faire de notre mieux pour représenter notre nation et puis ça revient aussi à bien représenter les pays arabes, les pays maghrébins. C'est toujours une fierté et puis personnellement depuis que je suis partie en France,
j'ai jamais senti autant cette responsabilité de bien représenter mon pays et de donner la meilleure image possible lors des échéances internationales. En tout cas, Asa Besbes, on vous souhaite vraiment d'être entendu. En espérant que justement le ministère de la Jeunesse et des Sports en Tunisie pourra justement vous aider et vous envoyer votre bourse, parce que c'est important justement de continuer. Et on espère encore, on lance un appel à des grandes entreprises, des hommes d'affaires qui voudraient sponsoriser justement ces femmes sportives de haut niveau. Et surtout, pardon de t'avoir coupé, mais je dirais, c'est une occasion d'associer le nom de la marque ou leur propre nom de leur entreprise à une image forte, à une image de l'excellence, de la persévérance et puis le fair play sportif. Donc c'est vrai qu'en associant, quand on s'associe à un athlète, on s'associe aussi aux valeurs nobles qu'il représente. Bien sûr. En tout cas, on vous souhaite que votre message soit passé et de toute façon, on aura de vos nouvelles pour savoir ce qu'il en est, si vous avez trouvé des sponsors et si cette situation justement a trouvé une fin heureuse. Voilà, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup en tout cas pour votre intérêt et j'espère à bientôt pour de meilleures nouvelles. Ah oui, et on vous souhaite encore plein de médailles, des médailles d'or et en tout cas beaucoup de bonnes choses en tout cas pour vous. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, au revoir Asa Besbes, merci. Et nous on va se retrouver après une pause musicale pour accueillir Dalila Hassani qui est proviseur du lycée Jean Renoir à Bondy qui viendra nous parler d'un projet sportif d'une vingtaine de jeunes de ce lycée. Super intéressant ce projet. Vous êtes sur, je perds ma voix. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler, Bien-être et Réussite. Et tout de suite, place à notre invitée, Dalila Hassani, proviseure du lycée Jean Renoir à Bondy. Dalila Hassani, bonjour. Bonjour, Inda. Merci d'être là avec nous dans l'émission Parler, Bien-être et Réussite sur France Maghreb 2. Alors, Dalila Hassani, parlez-nous donc, vous êtes donc proviseur, mais parlez-nous de votre parcours professionnel. Comment passe-t-on d'études en psychologie à proviseur de lycée? Alors, en fait, j'ai un parcours parfaitement classique. J'ai fait des études supérieures, j'ai fait des études de psychologie et après ma licence de psychologie, puisque tout en même temps que je travaillais, j'étais surveillante d'externat dans un collège. D'accord. Donc je commençais à rentrer un petit peu dans le système éducatif pour payer mes études et je me suis dit pourquoi ne pas passer les concours d'éducation nationale puisque les jeunes m'intéressent et je souhaitais travailler avec les jeunes. Donc j'ai passé le concours de conseillère d'orientation psychologue qui allait parfaitement avec ma formation et je suis rentrée comme conseillère d'orientation dans un centre d'information et d'orientation en Picardie sur Terny. Alors, donc aujourd'hui, vous êtes proviseur du lycée Jean Renoir à Bondy. Alors, juste une petite rectification, je suis principale adjointe du collège Jean Renoir de Bondy. Donc, principale adjointe. Voilà. Bon, on va noter, on va rectifier. Parce que c'est une grosse cité. Le lycée Jean Renoir, c'est une grosse structure. Et l'équipe de direction, c'est une équipe de direction à 3 têtes. D'accord. Il y a le proviseur, monsieur Saïd Yacoub, qui est proviseur de tout le lycée. D'accord. Et moi qui est sur le collège, son adjointe sur le collège. D'accord. Alors, parlez-nous un petit peu de cette grande structure Jean Renoir. Alors, le lycée Jean Renoir, c'est un établissement scolaire qui se trouve à Bondy, dans le 93. Il y a 2000 élèves, de la 6e au BTS. Donc, on a des petits bonhommes et des petites filles de 10 ans. Et on a des jeunes femmes et des jeunes hommes de 21, 22 ans qui sont en BTS. Et donc, tout ce petit monde fonctionne et s'entend très très bien. Ils partagent les mêmes lieux, ils partagent la même cour. Quand nous avons des parents de 6e qui arrivent, ils sont toujours inquiets en disant mais ils vont être perdus. Mais en fait, au bout d'une semaine, ils se repèrent très très bien et ils sont très très bien protégés par les plus grands qui font attention, qui sont attentifs et tout le monde vit en parfaite harmonie. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, dans cette structure, cette grande structure qui associe collège et lycée, il y a des modules de musique, il y a des médias, il y a tellement de spécialités. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que nous avons souhaité donner
donner une coloration à nos différentes classes. Nous avons un parcours CHAM, donc le parcours CHAM qui est un parcours d'excellence sur le collège Jean Renoir. Donc c'est les enfants ont un emploi du temps qui est aménagé, où ils ont une partie du temps où ils sont au conservatoire et une partie du temps où ils ont leurs cours au collège. Et on a voulu donner une coloration à toutes les autres classes pour qu'ils aient eux aussi un projet. Donc on a des classes archéologie, des classes projet sciences, des classes projet art de la scène, théâtre, art du cirque. Et cette année, on a décidé de lancer un gros projet sur le niveau 4e, qui est le projet Jean Renoir Russie 2018. Exactement. D'ailleurs, je suis venue vous voir tout à fait. Et j'ai rencontré ces jeunes très motivés qui m'ont fait une interview. Ça fait bizarre justement de passer de l'autre côté. De passer de l'autre côté, exactement. Et ils étaient vraiment charmants et on voyait cette motivation de ces jeunes à vouloir vraiment s'imprégner du métier de journaliste, de reporter et surtout justement ce projet sportif donc de l'association sportive Jean Renoir, ce projet Russie. D'accompagner l'équipe de France en Russie pour justement la Coupe mondiale de football. C'est un énorme projet. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs modules, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, c'est un énorme projet parce que bon, la cerise sur le gâteau, évidemment, c'est de partir en Russie et d'assister au match de football. Voilà. Le but de notre projet, c'était pas seulement d'organiser un voyage et puis bon, ça c'est tout simple à faire. Ce que l'on voulait, c'est que les élèves soient complètement acteurs du projet. C'est-à-dire que les élèves portent le projet. Puissent devenir ambassadeurs, c'est-à-dire puissent représenter leur ville, Bondy, leur département, la Seine-Saint-Denis qui est tellement décriée, qui peut être tellement décriée et où il y a des richesses incroyables. Parler de leur établissement scolaire, partager leurs rêves et mettre en place des modules, comment interviewer, comment faire un reportage. Les élèves apprennent le russe, apprennent la civilisation, l'histoire de la Russie. Ils sont complètement investis sur ce projet-là et vraiment là avec toutes les manifestations que l'on met en place, toutes les rencontres qu'ils font parce qu'ils ont travaillé avec un journaliste qui a recouvert les attentats de septembre 2011 par exemple. Ils ont rencontré l'ambassadeur des États-Unis, ils l'ont interviewé, ils vous ont rencontré vous, Ida, donc ils découvrent tous les métiers de la presse avec aussi le penchant de travers de la presse, comment lire la presse, comment s'imprégner, comment décrypter la presse, le rôle d'ambassadeur, le rôle d'organisateur, puisqu'ils vont organiser des tournois, ils vont organiser des rencontres. Donc c'est tout ce travail-là qui est fait par une équipe pédagogique qui est complètement investie en histoire-géographie, en français, en EPS, en art plastique, donc toute une équipe qui travaille autour d'eux et les élèves se sont vraiment imprégnés complètement de leur projet. Ce qu'il faut, je reprends un petit peu ce que disait la sportive de tout à l'heure, les femmes, parce que notre projet aussi c'est de travailler sur la mixité. Exactement. C'est vrai que le football, on dit souvent c'est un sport très machisme, très masculin, et que les filles ne peuvent pas jouer au foot, etc. Alors qu'il y a de plus en plus de filles qui jouent au foot et les deux marraines de notre projet ce sont des joueuses de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain, donc ce n'est pas anodin. Donc les élèves travaillent sur la mixité et d'ailleurs sur ce projet il y a 12 filles et 12 garçons. C'est la parité. C'est la parité, voilà. Exactement. Parce qu'on voulait vraiment dire par le biais de ce projet que voilà, les filles, elles peuvent pratiquer n'importe quel sport, elles peuvent pratiquer n'importe quel métier et que justement cette année où on a beaucoup parlé de mixité, des droits de la femme et on a fêté les droits de la femme le 8 mars il y a pas très longtemps. Donc tout ça forme un ensemble qui font que les élèves ça dépasse complètement le voyage en Russie. Bien sûr. Et là justement ce qui est important de dire c'est que ces jeunes sont vraiment
très investis par cette mission, parce que c'est une mission, ils le vivent comme une mission. Ils le vivent comme une mission. Et en fait, ils s'imprègnent vraiment du rôle, parce que quand je les ai rencontrés, on voyait leur motivation, on voyait que c'était des jeunes qui en voulaient et très professionnels surtout, vraiment. Et là, ils ont créé, il y a 2 jours, ils ont créé leur premier journal télévisé qu'on peut aller voir sur Twitter, Jean Renoir Russie 2018, parce qu'ils ont un compte Twitter, et ils ont créé leur premier journal télévisé où ils commentent un match qu'ils ont été voir, et donc on voit ce petit bonhomme de 13 ans qui est très sérieux. Ils ont entre 13 et 14 ans. Voilà, ils ont entre 13 et 14 ans. Ils se sont imprégnés du matériel parce qu'utiliser une caméra, utiliser un micro, ce n'est pas anodin. On pense que c'est très simple, mais comme vous le savez, c'est vraiment c'est quelque chose de très particulier. Et ils sont très attentifs, ils font très attention au matériel qu'ils utilisent. Ils apprennent les codes. Ils apprennent vite en plus. Ils apprennent très vite. Ils apprennent très vite. Et ça, c'est important justement. Ils sont un modèle, et c'est pour ça que Dalila, vous êtes ici aujourd'hui, parce que on tenait ici sur France Maghreb 2, on tient énormément à la part de l'éducation et surtout de dire voilà, ces jeunes, ils sont. On entend beaucoup le 93, faut faire attention et tout. Mais non, ces jeunes sont une richesse, et on voit que ces jeunes, quand on leur donne de l'importance, quand on les met en avant et qu'on leur donne une mission, ils la font à bien, correctement, et surtout avec beaucoup de respect. Voilà, tout à fait. Ça, c'est important. Ça, c'est vraiment important. Il faut vraiment le souligner. C'est-à-dire que quand je suis arrivée dans le 93, quand j'ai demandé ma mutation dans le 93, parce que j'étais en Picardie, on m'a dit mais pourquoi tu demandes le 93? Mais je dis écoutez, ça c'est mon projet personnel. J'ai envie de travailler dans le 93. Et c'est vrai que j'ai découvert des enfants, des élèves, des jeunes qui sont hyper attachants, qui quand on leur donne leur chance, parce que c'est ça aussi qui est important, quand on leur donne leur chance, quand on les responsabilise, quand on leur dit oui, c'est possible, vous pouvez le faire, vous avez le droit, vous avez le droit d'y penser. C'est-à-dire que parfois même eux, ils s'interdisent. C'est ça, exactement. Ils pensent qu'ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Et moi, je le vois par exemple avec des lycéens. Actuellement, justement, mardi, ça va être la fin des vœux sur Parcoursup. Et quand je rencontre des lycéens, puisque je travaille aussi avec des classes de terminale, qui disent mais vous pensez que ces études c'est fait pour moi? Mais bien sûr que ces études c'est fait pour toi aussi. Tu as le droit de faire médecine, tu as le droit de faire une classe prépa, tu as le droit de passer des concours pour travailler dans l'aérospatial. Tout est ouvert, tout est possible. On a la chance, il faut le dire. On a la chance quand même de vivre dans un pays où l'éducation est gratuite et elle est légale sur tout le territoire, qu'on soit à Paris ou à Navarre. Les programmes scolaires, ce sont les mêmes. Après, ce qui est différent, c'est l'appropriation. Et les enfants, les élèves, moi je remercie les équipes avec qui je travaille, parce que ils sont tellement investis, ils donnent tellement. C'est-à-dire que par exemple, quand on parle d'ouverture culturelle, il y a des enfants, ils naissent dans des familles où le théâtre, ou la bibliothèque, ou l'opéra, ce sont des choses qui font partie d'eux-mêmes. Et si nous, éducation, si nous, professeurs, enseignants, chefs d'établissement, on ne fait pas ce travail d'accompagner ces enfants à l'opéra, au théâtre, leur faire découvrir une certaine culture, personne ne le fera. Bien sûr. Et c'est notre rôle, et c'est pour ça que j'accorde beaucoup d'importance. C'est-à-dire que quand un professeur me dit, voilà, Madame Hassani, j'ai un projet cette année, je veux travailler avec ma classe sur un projet théâtre, les emmener au théâtre, etc. Je dis oui, allez-y, foncez, il n'y a pas de problème, allez-y, on y va. Aucun souci. Je ne me dis pas on va avoir des problèmes d'argent, on n'aura pas assez de tickets, etc. Je dis non, il faut y aller. Les moyens, on va les avoir, on les aura. Il faut y aller. Et il faut encourager justement la jeunesse. Il faut encourager. Bien sûr, c'est important. C'est une telle richesse. C'est la culture, et la culture fera justement des générations futures qui œuvrent, qui travailleront dans la paix. Voilà, parce que c'est la culture qui ouvre les esprits, qui ouvre les cœurs et qui amène cette jeunesse à devenir des hommes ou des femmes de responsabilité, et surtout avec beaucoup d'humanisme. Et ça, c'est important. Des citoyens. Des citoyens modernes. Et des modèles surtout. On va revenir, Dalila Hassani, on va faire une petite pause musicale, et on va revenir justement pour parler en profondeur de quel est selon vous le rôle de l'éducation dans la banlieue. France Maghreb 2, France Maghreb 2.
Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 93.8 FM. Sur 93.8 FM. À Marseille et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre invitée Dalila Hassani, qui est principale adjointe du collège Jean Renoir à Bondy. Dalila, donc vous nous avez parlé, on va y revenir tout à l'heure, du projet sportif de l'association Jean Renoir, donc qui consiste, pour ceux qui viennent juste d'allumer leur poste de radio, donc c'est une vingtaine, je crois, de 24 jeunes, c'est ça, qui, on va vous laisser répéter donc ce projet. Donc ce projet consiste pour 24 jeunes, 12 filles et 12 garçons, d'accompagner, de suivre l'équipe de France pendant toute la préparation, aller à la Coupe du Monde en Russie, et à travers ce projet, c'est travailler pendant toute l'année sur les métiers de la presse, les métiers de représentation, de la diplomatie, les métiers d'organisation, découvrir la civilisation et la langue russe pendant une année scolaire. Donc c'est un gros projet quand même, et c'est un très très beau projet. Alors, donc on parlait donc du rôle de l'éducation dans la banlieue. Alors, moi, j'ai découvert la banlieue il y a 5 ans. La banlieue que j'avais vue, c'était juste à travers la presse, les médias, parce que je venais de Picardie, et que la banlieue, tout ce que les représentations que j'en avais, c'est ce que je voyais à la télé. Donc de la violence, de la drogue, mais aussi quelques réussites, parce que parfois on voyait qu'il y avait des réussites. Donc quand je suis arrivée sur le collège, sur la cité scolaire Jean Renoir, j'ai découvert quand même des élèves qui avaient envie, des jeunes qui étaient d'une extrême politesse, des jeunes qui avaient envie de réussir, des jeunes qui avaient envie de s'en sortir. Et donc en regardant un petit peu la politique d'éducation de la ville, c'est toujours intéressant de voir comment les élus locaux s'approprient l'éducation et leur rôle, parce que nous, quand ils arrivent dans les établissements, dans les collèges et les lycées, il y a déjà eu le passage en école maternelle et en école primaire. Et c'est là où les élus locaux ont leur importance, parce que accorder un certain budget dans une école maternelle, dans une école primaire, que les élèves soient reçus dans de bonnes conditions, c'est-à-dire que les locaux soient décents, qu'ils aient du matériel, aussi bien informatique, vidéo, que l'utilisation des installations sportives, la pratique de la natation par exemple, parce que ça aussi ça contribue aussi au bien-être des enfants, parce que évidemment il y a tous les apprentissages, mais il y a aussi le bien-être, c'est-à-dire qu'un enfant qui est bien dans son corps, il va être bien dans sa tête, il va réussir beaucoup mieux. Et là, l'importance des élus est est primordiale, parce qu'un enfant qui est bien accueilli dès l'école maternelle et où tout est mis en place pour qu'il soit bien accueilli dans de bonnes conditions, ça fera un élève plus tard qui sera heureux, qui aura envie de réussir, qui aura envie de se projeter, et parce que les enfants quand même passent beaucoup de temps dans les établissements scolaires, ils passent beaucoup plus de temps dans les écoles que chez eux. Donc tous les travaux, toutes les réhabilitations qu'il peut y avoir dans les écoles, moi j'invite vivement tous les élus locaux, que ce soit en banlieue ou ailleurs, de toute façon, c'est quelque chose de primordial, et il ne faut pas négliger les installations des écoles. Quand on voit justement des jeunes qui en fait quittent le système scolaire ou dévient dans la délinquance, ou des jeunes justement qui sont susceptibles de suivre justement malheureusement du terrorisme, tout ça, on se dit mais quel est le point de départ? Où est-ce qu'on a fauté? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces jeunes puissent perdre espoir ou quittent justement ce système scolaire? En fait, c'est un tout. Quand vous prenez par exemple dans une classe, il y a en classe de seconde par exemple, il y a entre 30 et 35 élèves. 30 et 35, c'est un chiffre important pour une classe. Bien sûr. Il suffit qu'il y ait 1 ou 2 ou 3 élèves qui soient en grande difficulté.
niveau scolaire, il n'y arrive pas. C'est un élève qui ne pose pas de problème, il est au fond de la classe, on ne l'entend pas. Généralement, ces élèves-là, ils passent à côté de la trappe parce qu'on les entend pas. Un élève qui va faire du bruit, qui va être bruyant, on va le remarquer, on va travailler avec lui. L'élève qui vient de temps en temps et qui ne fait pas de bruit, celui-ci, il va être beaucoup plus difficile à remarquer et à travailler avec lui. Et c'est là où un élève en décrochage, évidemment c'est un élève qui ne travaille pas, mais c'est aussi un élève qui ne va pas bien, par rapport à ses résultats scolaires, mais qui ne va pas bien non plus dans sa famille, c'est-à-dire que c'est un tout, c'est pas seulement que l'école, c'est vraiment un tout. C'est pour ça que je dis toujours, moi quand je reçois les familles, vous êtes un rail, nous on est un rail, l'enfant est au milieu et on l'accompagne tous les deux vers sa destination. Mais on peut pas travailler sans les parents, et les parents évidemment ne peuvent rien faire si l'école non plus n'est pas derrière eux. C'est-à-dire que moi, quand je reçois des parents, je peux les recevoir aussi bien à 7h30 du matin parce que pour eux, c'est plus facile avant d'aller travailler, et parfois je reçois des parents jusqu'à 19h ou 20h parce qu'ils peuvent pas dans la journée, et pour moi, il est plus facile de les recevoir, et je suis sûre de les recevoir aux heures que eux ils souhaitent plutôt que sur mon propre confort. Mais après, c'est un état d'esprit. Et puis après, il y a tout un travail d'accompagnement. Ici, par exemple, je vois que dans ayant travaillé dans un collège rural, je peux vous dire que la misère sociale dans un village, dans un collège rural, elle est beaucoup plus compliquée qu'en ville, parce qu'en ville, on a toutes les structures, on a assistante sociale, on a psychologue, toutes les structures qui peuvent nous accompagner et nous aider. Quand on est en zone rurale, et je pense notamment dans le 94, qui est où il y a des zones rurales, on est tout seul, c'est-à-dire que le chef d'établissement est tout seul avec son équipe pour gérer des difficultés qui peuvent être très très importantes. Et un jeune, quand il arrive avec tous ses bagages dans l'établissement scolaire, c'est-à-dire il arrive avec son sac à dos, mais dans son sac à dos il y a son cartable, etc. Mais il y a aussi ses soucis familiaux. C'est pas comme un adulte, quand il arrive sur son lieu de travail, il peut laisser tout à la porte et puis ne s'occuper que de son travail. Un jeune, il n'a pas cette faculté-là. Et pour pouvoir ensuite retravailler avec un jeune, lui redonner confiance, parfois c'est un petit peu compliqué. D'ailleurs, vous revenez d'une mission, et ça c'est important justement de le signaler, de ces jeunes. C'est en Afrique. Quel pays, rappelez-moi? Alors, je suis partie au Bénin pendant 14 jours. Au Bénin. Et expliquez justement aux jeunes qui nous écoutent, tous ces enfants dans une école qui manque de tout, presque. Alors ça a été une grande un feu d'artifice, c'est-à-dire que le Bénin c'est des couleurs, c'est des voix, c'est des odeurs, c'est une joie de vivre. Et j'ai rencontré des enfants qui faisaient 7-8 kilomètres pour aller à l'école, parce qu'ils savaient très bien qu'il n'y avait que avec l'école qu'ils pourraient s'en sortir, qu'ils pourraient avoir un métier. Donc des jeunes qui font 7-8 kilomètres pour aller à l'école, qui parfois ils y vont le ventre vide. Quand on leur donne un stylo, ils sont contents. C'est ça. C'est-à-dire, on leur donne un stylo, ils sont heureux, les gamins. Et quand on discute avec eux, ils ont une telle joie de vivre, une telle joie d'apprendre. Et on fait la comparaison, évidemment, en tant que chef d'établissement, on ne peut que faire la comparaison en disant, mais moi, mes élèves, parfois, ils arrivent le matin, on est à la grille, à la porte, on les attend, ils nous disent à peine bonjour, ils sont renfrognés, etc. Mais c'est parce que parce que j'ai discuté avec mes élèves, je leur ai dit, voilà, j'ai rencontré des enfants, ils avaient votre âge, voilà comment ils sont, leur ressenti, tout ça. Et il y avait un élève, Wassim, qui me disait, oui, mais Madame Hassani, là-bas, jamais on va leur dire qu'ils sont de telle couleur, jamais on va les rabaisser parce qu'ils sont chez eux. Et ça, c'est une phrase qui m'a énormément fait de mal, parce que je me suis dit, voilà, ce sont des enfants qui sont nés quand même en France, qui sont la 2e ou 3e ou 4e génération. Et malgré normalement, ils doivent se sentir complètement apaisés et chez eux, quoi. Ils sont français. Bien sûr. Et le fait qu'un élève de 13 ans vous dise, mais on vous rappelle tout le temps que non, tu es d'originaire de tel ou tel pays, on les renvoie toujours à un passé qu'ils ne connaissent pas de toute façon, on les renvoie vers un pays qu'ils ne connaissent pas forcément, sauf que par le biais des vacances, et ça n'a rien à voir. Bien sûr, c'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Ou bien quand ils y vont, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne vont pas en vacances dans les pays d'où viennent leurs parents. Notamment, je parle des enfants de la 3e ou 4e génération. Et le fait de leur rappeler ça, ils ont perdu quand même un petit peu leur joie de vivre.
Même s'ils ils oublient, ils perdent quand même un petit peu leur. C'est pour ça qu'il y a énormément à faire encore. Hein. Et c'est pour ça il y a énormément de travail. Et moi je dis de toute façon que pour que ces enfants soient en paix, parce que c'est ça aussi, il faut qu'ils trouvent la paix, c'est-à-dire que quand je dis il faut qu'ils trouvent la paix, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils sachent d'où ils viennent, c'est important qu'ils connaissent leur propre histoire. C'est ça. Tant qu'ils n'apprendront pas leur propre histoire, pourquoi leurs parents sont arrivés en France, comment s'est passée la colonisation, la décolonisation, etc. Connaître l'histoire de leur pays d'origine, de leur pays d'où viennent leurs parents. S'ils ne connaissent pas cette histoire-là, ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Et là-dessus, il y a encore du travail. Énormément. On va revenir, Dalila, pour finir l'émission, après une pause de publicité. Et c'est vrai qu'on souhaite que cette émission va aussi vers l'ouverture des consciences, de dire voilà, il est temps qu'il y ait une réconciliation entre tous les Français, parce que malheureusement cette prise de conscience là, on la met de côté et on ne veut pas faire ce travail malheureusement, et c'est vrai que ce sont les jeunes qui en pâtissent. Et il faut que les adultes se posent des questions. Si on veut justement des adultes responsables, des adultes joyeux et bienveillants, il est temps de les accepter comme tels. Tout à fait. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler, bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre invitée pour la dernière partie, Dalila Hassani, qui est principale adjointe du collège Jean Renoir à Bondy. Alors Dalila Hassani, vous êtes venue aujourd'hui pour parler d'un projet, un projet des jeunes de ce collège. Donc ce sont des jeunes qui ont entre 13 et 14 ans. Alors on va vous laisser pour la fin donc de cette émission nous parler de ce projet. Et je sais qu'il y a une cagnotte Litchi pour aider ces jeunes à partir. Tout à fait. Donc le projet Jean Renoir Russie 2018 donc consiste à accompagner l'équipe de France pendant toute l'année scolaire, donc sur des matchs, sur des entraînements et aller à la Coupe du Monde. À travers ce projet, les élèves vont travailler sur tous les métiers de la presse, de la représentation, l'organisation de tournois, sur la mixité. Et donc, c'est un projet qui fait travailler toute une équipe pédagogique. Les jeunes sont 24, 12 filles et 12 garçons. Et la finalité du projet, quand même, qui est le voyage en Russie, a un coût qui est de 1600 € par élève. Donc, c'est un coût qui est extrêmement élevé. Et c'est pour cela qu'on a mis en place une cagnotte en ligne qui s'appelle Hello Assos Jean Renoir Russie 2018. Oula, le long c'est très long Hello, quand même. Hein. Hello Assos Jean Renoir Russie 2018. Ouais, on trouve ça. Hein. Hello Assos Jean Renoir. Voilà, tout à fait. Ils ont aussi un compte Twitter où on peut les suivre, c'est-à-dire on peut les suivre dans leurs différents reportages qu'ils font. Ils ont lancé un journal en ligne depuis 2 jours où ils animent un journal concernant toutes les rencontres sportives qu'ils font. Donc ils ont un compte Twitter, Jean Renoir Russie 2018. Ils ont un compte Facebook où vous pouvez les suivre. Et nous, ce que l'on souhaite évidemment, c'est que les 24 jeunes puissent partir en Russie. Et pour cela, on a besoin que notre projet, comme la sportive de tout à l'heure, on soit sponsorisé par aussi bien des particuliers que par des entreprises, des hommes d'affaires. Et comme je le dis toujours, 10 € plus 10 € plus 2 €, des petites rivières, ça peut faire des grands fleuves. Exactement. Et nous, voilà, ce que je souhaite, c'est que vraiment ce projet aboutisse, parce que les élèves pendant toute l'année, là, ils travaillent, ils ont fait un gros travail sur eux-mêmes, ils ont appris beaucoup de choses, ils ont acquis des compétences qu'un élève de 13 ans n'a pas encore acquis au niveau du collège. Il y a toute une équipe qui est très très engagée, et vraiment les voir aller en Russie. En Russie, c'est pas l'Allemagne, c'est pas l'Angleterre, c'est pas un voyage pédagogique classique, c'est-à-dire aller en Russie, découvrir la Russie et en même temps participer à 2 matchs de foot, parce qu'on espère qu'ils vont pouvoir participer à 2 matchs de foot. Le premier qui est Portugal, Maroc,
qui aura lieu le 17 juin. Et le deuxième match, c'est France-Danemark, qui permettra, j'espère, de qualifier l'équipe de France. On le souhaite en tout cas. Pour les 8e de finale. Voilà, donc c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur et j'espère que l'on pourra les emmener sur ce voyage et que leur rêve, parce que pour eux c'est un rêve, c'est-à-dire que là pour le moment ils l'ont mis de côté puisqu'ils travaillent sur beaucoup de projets qui est lié à celui-ci. Ils y pensent pas encore, ils le frôlent délicatement de la main, c'est-à-dire oui, on va peut-être aller en Russie et moi j'espère que ce peut-être va se concrétiser. Oui, nous allons aller en Russie. Donc je compte sur vous, je compte sur les auditeurs. On va redonner le nom de votre cagnotte Litchi en tout cas. Donc c'est Hello Assos, H-E-2-L-O Assos, Jean Renoir Russie 2018. On vous souhaite en tout cas d'y arriver et j'en suis sûre que vous allez y arriver parce que les jeunes sont très motivés. Et avec justement une personne comme vous, à leur côté et des profs aussi super géniaux. Tout à fait. Alors là, c'est une équipe qui gagne, comme on dit. Merci Dalila Hassani d'avoir été présente avec nous dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Donc j'en profite, je perds la voix pour remercier tous nos invités, Sheikh Oumar Ba, Aza Besbes, Dalila Hassani. Sans oublier Medjed à la technique, on t'oublie pas. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Bah comme d'habitude, on t'oublie jamais toi. Et je suis vraiment très 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 content de ce qu'on fait par rapport à cette principale qui est là pour les élèves. Ça prouve que voilà. On a envie de retourner à l'école et on espère vraiment de tout cœur que tout le monde va se mobiliser pour cette cagnotte Litchi Hello Assos Russie 2018. Voilà, pour les envoyer à Russie ou Jean Renoir. Jean Renoir. Hello, voilà. Hello Assos Jean Renoir Russie 2018. Voilà. Et puis n'hésitez pas à nous appeler dans l'émission 1000% service pour on vous suivra pour retenter de refaire encore des appels et on le fera avec grand plaisir. Et on n'oublie pas aussi de remercier nos fidèles auditeurs qui nous suivent tous les dimanches et qui aiment énormément cette émission parce que cette émission a vraiment un but d'éveil des consciences, de valorisation de l'être humain, de solidarité et surtout de beaucoup d'humanisme et de se dire voilà, il est temps aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle, et de valoriser l'être humain et surtout de faire en sorte qu'il n'y ait plus de racisme entre nous et surtout qu'il y ait plus d'amour fraternel entre chaque humain. Et ça c'est vraiment quelque chose d'important et qui nous tient à cœur ici sur France Maghreb 2 dans cette émission Parler Bien-être et Réussite. Voilà, en tout cas j'espère que cette émission vous aura énormément on va dire plu et surtout je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur, de réconciliation avec vous-même parce que la paix commence déjà par soi. Si on veut la paix à l'extérieur, il faut d'abord la faire en soi. Voilà, et comme on dit, comme Medjed aime énormément ce mot, je vais le dire. Allah yahdina. France Maghreb 2, France Maghreb.